Bonjour et bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux coulisses de la mondialisation. Des bijoux, de la haute couture, du prêt-à-porter, des plats fins, des yachts, tous ces produits sont des acteurs des relations internationales. Le luxe n'est pas qu'un plaisir raffiné, c'est aussi un outil diplomatique. La thèse est singulière, mais pertinente. Elle est développée dans un ouvrage sobrement intitulé « Géopolitique du luxe », un livre publié aux éditions Erol par mon invité. Bruno Lavagna est expert international du luxe. Bonjour Bruno Lavagna. Bonjour. Expert international du luxe, vous dirigez aussi la société Bi-Exclusive. C'est quoi cette société? C'est une société que j'ai créée en 2004 qui est spécialisée dans du conseil en stratégie marketing dédié au luxe à l'international. Donc aux grandes marques de luxe? Pas que, parce que je travaille beaucoup aussi avec les métiers d'art. Et dans le luxe, il y a les grands groupes, les belles grandes maisons connues, mais il y a aussi beaucoup de talents et de savoir-faire internationaux. Comment vous arrivez à la géopolitique à partir du luxe pour écrire ce livre? Alors, c'est un peu mon histoire personnelle. Moi, j'ai toujours été quadrilingue, donc anglais, italien, allemand. Donc très curieux de connaître d'autres cultures. Bon, basé un peu Monaco, mais pas que. On 120 nationalités, donc trilingue, hein, ouais. L'italien, le français et l'anglais. Cette curiosité, la géographie, l'histoire, c'est aussi mon histoire personnelle parce que je crois que pour connaître mieux des gens, il faut connaître le pays, où il est. Sa géographie conditionne l'histoire. Et donc, histoire, c'est souvent géopolitique. Et le luxe, c'est mon métier. Alors, vous avez un livre qui est fait sur une quarantaine de fiches. Ce qui ressort quand même de ce livre, c'est qu'on assiste à un très clair basculement entre le luxe qui était plutôt occidental et vous dites que maintenant, il est en train de basculer vers l'Asie. Clairement. Donc, historiquement, le luxe, c'est pas mondial. Ouais. C'est ce que je montre, c'est que chacun a son luxe, toutes les régions d'Asie, du Moyen-Orient. La seule différence énorme, c'est que, comme vous le dites, l'Europe, la France et l'Italie, pour ne pas les citer, ont vraiment marketé leur industrie du luxe. Comité Colbert, Alta Gamma. Donc, il y a de très belles maisons de luxe françaises et italiennes qui sont donc mondialement connues. Et clairement, aujourd'hui, comme la clientèle, c'est démographique, hein, là. Elle est africaine, asiatique. Donc, la clientèle de demain, et c'est déjà jusqu'à aujourd'hui, c'est l'Asie. L'Afrique, on peut en parler, c'est plus compliqué. Mais donc oui, il y a un basculement vers oui, mais l'Asie. Le basculement que vous expliquez dans ce livre, c'est pas seulement en termes de part de marché, de clientèle. Vous nous dites que le luxe aussi, ses valeurs, ses produits, il va émerger en Asie. Mais toujours, moi je reviens basiquement à l'homme sociologique. Je n'ai pas fait d'études sociologiques, mais ça pourrait être très intéressé. Aujourd'hui, on est dans un monde globalisé, mais on a tous besoin de chez soi, de régional, de local. Hein, global, local, toujours, paradoxe. Donc les Asiatiques, les Chinois en premier, mais aussi Indiens, Indonésiens, les Japonais, hein, ils ont leur luxe. Et aujourd'hui, ils ont envie de l'acheter et de le faire valoir. Et ils se disent, pourquoi par nous? Donc il y a intelligemment des groupes de luxe européens type Hermès, type Chanel, qui ont acheté des marques asiatiques ou qui ont créé des marques asiatiques. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est des marques 100% asiatiques, type chinoises ou japonaises, être sur le monde du luxe. Alors, les Japonais étaient partis sans doute avant les Chinois là-dessus. La stratégie des Chinois, et on les a vus, hein, leur population, c'est quand même d'aimer acheter du LVMH, donc du luxe à la française. Mais ils sont en train de créer leur industrie du luxe. Comment ils s'y prennent ? Alors, de deux façons. Vous disiez aidés par des managers occidentaux, et puis par des financements occidentaux. Type, on peut prendre Sangxia de Hermès, en 2007. C'est vraiment la maison Hermès qui s'est dit, il y a quelque chose à faire avec l'Asie. Nosark Kelly, toute l'harmonie Hermès fonctionne, mais créer quelque chose, Sangxia, donc une marque 100% chinoise, avec un manager chinois. Mais c'est des gens qui ont cette culture. Donc, on va en parler, route de la soie. Enfin, la Chine, on n'a rien à leur inventer. Donc, c'est intégré, Colmao, le textile, la porcelaine, enfin bref. Et puis, ce qu'on voit arriver, c'est Icicle, pour ne pas les nommer. C'est vraiment 100% chinois. Le slogan, c'est « Made in Earth ». Donc, c'est tout créé en Chine. Il y a des managers européens qui sont à la tête de cette société. Parce que c'est vrai que
on connaît bien le côté marketing et diffusion, mais c'est 100% chinois. Et ils sont 35 avenue Georges V à Paris. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est une marque chinoise, mais ils ont besoin d'être en Europe. Soutien de l'État chinois ? Par exemple, sur la cosmétique, on a quand même senti qu'il y avait un petit soutien de la part des officiels chinois pour structurer leur industrie, par exemple du cosmétique. Alors là, vous m'emmenez sur un domaine que moi je ne connais pas, mais ce type d'industrie, en Chine, c'est vrai que on peut appeler ça conglomérat d'État. Et à un moment, c'est des marques quand même qui sont petites par rapport à des Alibaba, Tencent ou autres. Donc, je ne pense pas qu'elle dérange l'establishment chinois. Et je ne pense pas qu'il y ait des parts. Mais ils viennent prendre des parts de marché en France, le luxe chinois, en Europe? Oui, on part de tellement loin que les parts de marché sont infimes. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que le snobisme, au sens snob du terme, parce que le luxe, il y a un côté... je me fais plaisir pour montrer à l'autre, mais aussi partage. Enfin, bon, il y a toute une dynamique. Les Européens sont piqués au vif de voir ces marques, Sancha, Icicle, Shanghai Tang, qui appartient au groupe chinois, Richemont, L'Oréal qui rachète des marques. Enfin, tout le monde s'y met. Alors, le monde arabe s'y met. Vous citez Montreuil, c'est comme ça qu'on dit, Montreuil. Une marque nomade. Voilà, de prêt-à-porter aussi, où on relance les abayas, donc les costumes traditionnels. Ça marche, ça? Ça marche, c'est toute une question de... le luxe, c'est précieux, c'est rare. Donc, ça marche dans les pays arabes, aux Émiratis, parce qu'il y a une clientèle. Parce que pareil, je reviens juste avant la pandémie au Louvre à Abu Dhabi, vous avez un luxe du désert, un luxe arabe. Donc, mettre en valeur toute cette culture, qui mieux que des Émiratis peuvent le faire, c'est eux. Mais ça reste là-bas? Ou ça vient aussi comme les Chinois en France? C'est plus confidentiel. D'accord. C'est moins une appétence pour mettre un Shabaya ou une Dasha. L'Afrique? L'Afrique, il y a des marques aussi, puis toutes les marques s'inspirent. Parce que le continent africain, c'est un puits de merveille. Aussi, voilà, mythologie. C'est plus compliqué pour eux pour émerger, parce qu'il manque de moyens, aussi l'appétence consommateur, on y revient. Ça émerge que s'il y a un marché domestique, c'est ça que vous êtes en train de dire? Il faut que, quand on parle d'un luxe national, il faut que ça s'adresse à des gens autochtones, donc qui ont la fierté de leur culture, de leur mœurs. Donc on est obligé de passer par ce tremplin qui est le marché régional ou national. Mais oui, parce que le luxe, comme toute industrie, se base sur combien j'ai de consommateurs ou autres. Même quand on parle de métier d'art, à un moment, c'est s'adresser quand même à des gens. Est-ce qu'ils ont l'appétence pour Donc, Vous nous avez dit au départ que les grands du luxe en Europe étaient allés en Chine créer des marques. Est-ce qu'ils s'intéressent aussi à l'Afrique? Parce qu'après tout, il y a une classe moyenne qui ne va faire que grossir. Est-ce que ces marques de luxe vont en Afrique? Mais elles s'intéressent déjà historiquement. Que vous regardez les grandes maisons, que ce soit Chanel, Hermès, l'Afrique, encore une fois, vestimentairement parlant, coutumes. Donc il y a une inspiration dans les parfums. J'ai beaucoup travaillé dans les parfums. Donc la richesse des fragrances africaines, bien sûr. Dans l'art de vivre, Maroc, enfin bref. On ne peut pas tout énumérer, mais évidemment, la différence, c'est qu'après, de créer une industrie nationale du luxe, c'est quand même plus compliqué. Donc, il faut une ambition. Et puis, je l'explique, je pense, relativement bien dans mon livre, c'est que c'est politique, c'est géopolitique du luxe. Donc, comité Colbert, Alta Gamma. Derrière, donc, il faut une impulsion politique quand même. Ça aide, hein. Ça contribue. Et là, elle n'y est pas encore en Afrique. Vous ne la sentez pas, cette impulsion. Ils ont d'autres priorités, quand même. Moi, je dis, le luxe, chacun a son luxe. Donc, en Afrique et dans des pays émergents, les priorités de base, c'est quand même dormir, manger et boire. S'offrir un produit de luxe tel qu'on l'entend, on passe à une étape supérieure. Le luxe, c'est aussi l'objet de guerre économique très forte, et notamment avec la contrefaçon. Et là encore, on retourne en Asie avec les grandes plateformes asiatiques, en particulier chinoises. Ça avance ces questions-là avec nos amis chinois ou pas? Ce qu'il faut voir là, c'est que c'est toujours le paradoxe. Hein. Dans contrefaçon, il y a aussi copier. Donc c'est une fierté, c'est un succès. Non, je joke, mais volontairement. Donc bien sûr que les marchés parallèles, les grands groupes essayent de se lutter contre, mais c'est pas évident. Donc il y a un peu de jeu de chat à la souris là.
parce que à la fois, bien sûr, en termes d'image, il faut le combattre, parce que c'est une plaie, c'est tout un manque à gagner. Mais bon, près de Monaco, le marché de Vintimille, bon, c'est le marché de la contrefaçon, il est clairement assaini, même si ça continue, parce que c'est impensable, impossible de l'arrêter. Les géants du luxe mettent l'argent, là, justement, pour lutter contre... Puis il y a des images fortes, hein. Vous avez vu Cartier à Hong Kong broyer avec un rouleau compresseur, un stock de fausses montres. Ça montre bien qu'il faut détruire. Parce qu'en plus, ce qu'il faut voir aussi, j'essaye d'en parler, c'est que quand il y a ça, c'est tout un manque à gagner d'emploi. Donc... Merci beaucoup, Bruno Lavagna, pour vos réponses. L'entretien de l'intelligence économique est terminé, mais évidemment, vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com. Au revoir.